Le groupe Barricade Nord-Africaine, regroupé autour du blog du même nom, publie aujourd'hui sa première vidéo sur YouTube. Le sujet que nous allons traiter avec cette première contribution prendra pour prétexte une vidéo publiée au mois de novembre 2018 par Hervé Ryssen, dont le titre est « Le racisme anti-blanc ». Dans cette vidéo, Hervé Ryssen condense en une dizaine de minutes un résumé quasi exhaustif de l'idéologie de l'extrême droite racialiste antisémite. Cette idéologie forme avec celle de la néo-OAS la quasi-totalité de la pensée politico-idéologique de l'extrême droite en France. Nous sommes aujourd'hui très loin de la typologie proposée naguère par René Rémond dans son livre célèbre sur les droites en France. Nous reviendrons plus tard sur ce que nous nommons l'idéologie néo-OAS, qui est la tendance politique la plus importante dans la droite et l'extrême droite en France, mais qui en réalité dépasse l'extrême droite ou la droite. Tout comme son modèle premier, l'OAS historique, l'idéologie et la pratique néo-OAS se trouvent aussi abondamment à gauche. À l'époque de la guerre d'Algérie, là où est née cette organisation, l'OAS, et là où s'est formée son idéologie, on trouvait beaucoup de gens de gauche. Jacques Soustelle en a été une figure centrale. L'idéologie néo-OAS n'est pas, à la différence des racialistes antisémites, tout au contraire, la néo-OAS, comme l'ancienne, est fondamentalement philosémite. Et surtout, c'est ce qui compte vraiment, elle est pro-israélienne. Pour les racialistes antisémites, l'ennemi prioritaire, c'est le juif, en tant que personne, mais surtout en tant qu'idéologie pernicieuse et dominante. Pour la néo-OAS, l'ennemi, c'est la figure de l'Algérien. Mais pour des raisons diverses, en particulier juridiques, la néo-OAS parle d'islam, ou encore d'afro-islam, etc. En effet, il est légal de critiquer ou de dénoncer un système idéologique, ce qui est indubitablement l'islam, mais il est illégal de s'en prendre à un groupe en raison de sa nationalité. Nous reviendrons plus tard, dans d'autres vidéos, sur le détail de ce courant dominant. Et nous en donnerons des exemples issus de tendances diverses, y compris d'extrême gauche ou du néo-gaullisme. Revenons maintenant à la vidéo d'Hervé Ryssen. Lundi 5 novembre 2018, je fais une vidéo je rebondis sur un article qui est paru dans Libération le 22 octobre, intitulé « Le racisme anti-blanc n'existe pas ». Alors, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, évidemment. Tous les blancs qui habitent dans les villes de taille moyenne, et a fortiori dans les grandes villes, comprennent très bien que le racisme anti-blanc, il existe. J'ai moi-même relevé en 2011 les meurtres, les assassinats et les viols commis par des populations allogènes en France contre des blancs. Les blancs étant victimes, il y en a quand même quelques centaines. C'est un même livre de souvenirs, faut pas les oublier quand même, toutes ces victimes françaises qui ont été tuées, entre guillemets, par des Noirs et des Arabes. C'est un fait, on ne revient pas là-dessus, ce sont simplement des faits qui sont passés dans la presse. Voilà, je ne parle pas que de ça dans le livre, je parle... Alors, comme vous venez de l'entendre, notre ami Ryssen vient nous exposer sa théorie selon laquelle il y aurait du racisme anti-blanc. Et plus encore, il nous a montré le livre qu'il a commis, dans lequel il expose un certain nombre de crimes commis, selon lui, par des Arabes ou des Noirs. Mais de quoi parle-t-il? Il parle en réalité de faits de droit commun, c'est-à-dire de violences tout à fait banales, comme il s'en produit malheureusement un peu partout. Mais si vous voulez être complet, notre ami Ryssen, il parlerait des innombrables crimes commis par ce qu'il appelle les Blancs contre les Nord-Africains en particulier, et pas seulement depuis 1 an ou 2, ou 10 ans, ou 15 ans, mais ça fait un bout de temps depuis qu'il y a des Nord-Africains en France, c'est-à-dire depuis 120 ans et non pas 40 ans comme disent les têtes de cons, dont il fait partie. Je ne parle pas que de ça dans le livre, je parle aussi d'autre chose, parce qu'il y a plusieurs racismes anti-blancs. Il y a le racisme anti-blanc par le bas, voilà, celui dont on parle beaucoup, disons, à l'extrême droite, ce qui n'est pas mon cas, et le racisme anti-blanc par le haut, c'est-à-dire la propagande médiatique, notamment à travers les films, qui fait passer l'homme blanc pour un con et un salaud. Et je le répète encore une fois, notez que dans tous les films, les salauds sont toujours des blancs, et uniquement des blancs.
Et les gentils, c'est la société multiraciale, multiculturelle, des blancs, des noirs, des asiatiques. Dans le cinéma américain, il n'y a pas d'arabes, forcément, puisque Hollywood est tenu depuis sa création par des individus d'origine juive qui n'aiment pas tellement, visiblement, les arabes et les musulmans. Et le fait est, c'est que les arabes et les musulmans, comme les blancs, passent souvent pour des salauds dans les films hollywoodiens. Voilà, c'est un fait. Donc le racisme anti-blanc existe. Évidemment, celui qui a écrit l'article n'est pas un blanc, même s'il a une apparence de blanc. Il faut pas... Enfin, faut être un petit peu cultivé quand même pour comprendre tout ça. Et je rebondis aussi sur un autre article qui est paru cette fois-ci avant-hier, le 3 novembre, dans le journal Le Monde, qui traite du sentiment de déclin chez les hommes blancs aux États-Unis. Alors là, c'est très clair, hein, on fait le distinguo entre les différentes races. Aux États-Unis, c'est légal, c'est possible. On peut aussi visualiser la population quartier par quartier et race par race, sachant que dans le journal Le Monde, comme en règle générale, ces statistiques ne mentionnent pas le rôle des juifs qui sont considérés comme des blancs. Et ce qui est très curieux, c'est que dans ce journal Le Monde d'avant-hier, donc 3 avril 2018, on voit très bien dans les graphiques que les hommes blancs ne sont pas les plus riches, et que le salaire médian des hommes blancs est inférieur à celui des asiatiques. Alors ce qu'il faut savoir, et là ce n'est pas mentionné pour le coup, comme je le disais, c'est que les juifs ashkénazes sont plus riches que les asiatiques, en moyenne, aux États-Unis. Ensuite, il y a donc les asiatiques, en 3e position les hommes blancs, en 4e position les hispaniques, et en dernier, les noirs africains, les afro-américains. Voilà. Et ce schéma, vous le retrouvez dans toutes les sociétés multiculturelles, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe, en France en l'occurrence, c'est évident. Précisément, le problème d'où il vient en France, c'est qu'on ne cesse, à travers l'éducation nationale notamment, de dire aux petits noirs et aux petits arabes, vous êtes égaux, liberté, égalité, fraternité, en France tout le monde est égaux, il n'y a pas de race, on est tous français, et que voilà, c'est pas normal que les hommes blancs soient mieux représentés à la télévision, au Parlement, à l'Assemblée nationale, ou dans les entreprises. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Et ça ne changera jamais, en tout cas, ça risque pas de changer au cours des siècles et des millénaires qui vont venir. Parce que c'est ce que l'on peut constater, comme je le disais, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou en France, les sociétés multiculturelles et multiraciales sont ainsi faites que tout en haut de la pyramide, il y a le juif ashkénaze, qui a un quotient intellectuel effectivement plus important que celui des Asiatiques et celui des Blancs. Ensuite, il y a les Asiatiques, qui ont un quotient intellectuel plus important que celui des Blancs, je crois que ça doit être 105, un truc comme ça. Ensuite, il y a les Blancs, qui ont en moyenne un quotient intellectuel de 100. Ensuite, il y a les Hispaniques aux États-Unis, ou alors les Noirs et les Arabes pour ce qui concerne la France. Qu'est-ce qu'il faut constater? C'est que l'homme blanc est coincé, est pris en sandwich, si je puis dire, entre ces différentes catégories de population. L'homme blanc n'a évidemment aucun intérêt à vivre dans une société multiculturelle et multiraciale, puisque nous sommes agressés par le bas, et je le répète, en 2011, j'ai quand même montré que c'était pas seulement des agressions, c'était aussi des meurtres et des assassinats, sans compter les viols, il y en a des paquets, et depuis 2011, ça c'est quand même, la série s'est un petit peu étoffée. Et par le haut, nous sommes diffamés, injuriés, agressés aussi par toute cette propagande médiatique qui fait passer l'homme blanc systématiquement pour un salaud. Je le dis, je le répète, les salauds dans les films sont systématiquement des hommes blancs, y compris jusque dans le dernier Steven Spielberg, Real Player One, là, par exemple, ou les Avengers, c'est pareil, enfin dans tous les blockbusters, comme on dit, à 50 ou 100 millions de dollars, c'est toujours l'homme blanc qui est un salaud, et les gentils sont incarnés par des personnages qui représentent la société multiculturelle, notamment des blancs, des noirs, des asiatiques. Pas d'arabes, je le répète, à Hollywood, puisque le système hollywoodien, depuis sa création à la fin du 19e siècle, est le fait d'immigrés juifs ashkénazes. Alors maintenant, venons-en à ce que nous raconte Rissen au sujet du QI. Mais avant d'en venir au QI, considérons ce qu'il dit sur ce qu'il appelle tantôt société multiculturelle, tantôt société multiraciale. Ce sont deux choses différentes. La France est une société multiculturelle, et bien avant la présence de ce qu'il appelle les allogènes. Un Corse n'est pas un Breton, par exemple. Un Auvergnat n'est pas un Alsacien. La cuisine au beurre, ce n'est pas la cuisine à l'huile d'olive. La tradition du vin, c'est pas la tradition de la bière. Culturellement, c'est des peuples différents. Je parle même pas des langues. Bon, multiracial, c'est autre chose. Mais il nous cite l'exemple de l'Amérique et du Brésil en tant que société multiraciale. Mais évidemment, il ne nous dit pas
comment elles sont devenues des sociétés multiraciales. Évidemment que c'est l'homme blanc, ce qu'il appelle l'homme blanc. Hein. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette notion d'homme blanc. Mais c'est évidemment les sociétés européennes qui ont inventé, qui ont introduit les sociétés multiraciales. Le développement sauvage du capitalisme, la cupidité délirante des barbares du Nord. C'est de là que vient le système multiracial. C'est pas les juifs, hein. Pas les juifs qui ont décidé d'exterminer d'abord les Indiens d'Amérique, puis ensuite de leur substituer une main-d'œuvre noire pour continuer à produire la marchandise vedette de l'époque qui était la canne à sucre. Bon, passons là-dessus. Venons-en maintenant à son histoire de QI. Bon, il nous explique que il y aurait les juifs, les ashkénazes, les séfarades, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas des juifs, c'est des bourricots. C'est quoi exactement? Je comprends pas. Et les falachas, c'est des juifs, c'est pas des juifs. S'ils sont juifs, ils ont le même QI que les ashkénazes. S'ils n'ont pas le même QI que les ashkénazes, alors c'est quoi le problème? D'ailleurs, on ne voit pas comment l'appartenance confessionnelle pourrait doter les gens d'un pouvoir intellectuel particulier, intellectuel ou physique. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant continuons. Voyons, disons que les Ashkénazes sont plus intelligents que les autres, ont un QI plus élevé que les Asiatiques, plus élevé que je ne sais qui, et finalement les Européens arrivent en dessous. Très bien. Mais il faudra nous expliquer alors si le QI a tout le pouvoir, tout ce pouvoir extraordinaire que Rissen dit, comment se fait-il que les Juifs, notamment les Ashkénazes, les Juifs d'Europe, ont été opprimés, écrasés pendant des siècles entiers? La montée du juif socialement parlant, son apparition dans la société, la place de plus en plus importante qu'il a pu prendre par la suite, ça a commencé quand exactement? Mais avec l'émancipation des juifs au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, puis ensuite dans toute l'Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas un état de domination comme ça éternel, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, prenons les Asiatiques maintenant. Prenons les Chinois, parce que par Asiatique, il faut savoir de qui on parle par ailleurs. Hein. Asiatique, il y a toutes sortes de gens. Hein. Bon, un Philippin est un Asiatique, bon, un Chinois en est un autre. Bon, de qui vous parlez? Mais admettons, prenons par exemple des Chinois et les Asiatiques au Vietnam, etc. Bon. Ça a été des peuples dominés, écrasés pendant des siècles, au moins depuis le 19e siècle, depuis les guerres imposées encore une fois par les barbares du Nord, par les Européens. C'est grâce d'abord au mouvement nationaliste chinois de Sun Yat-sen, puis ensuite à la glorieuse révolution chinoise communiste, qui a permis de virer tous les impérialistes et ensuite d'unifier le pays. Mais s'ils ont un QI si puissant, pourquoi est-ce qu'ils ont été dominés? Ça n'a rien à voir. Chacun comprend bien que si c'est le QI qui détermine tout, on ne voit pas comment celui qui a le QI le plus élevé pourrait se retrouver écrasé par des crétins. Ça ne fonctionne pas. Bon, évidemment, cette histoire de QI, c'est du flan. Donc, après nous avoir exposé son histoire de QI, Rissen va maintenant nous donner une explication des réalités sociales des États-Unis à partir de ce critère. Donc, puisque selon lui, les Ashkénazes ont un QI plus élevé que tous les autres, ils sont donc tout en haut de la société. Et ensuite, on trouve les Asiatiques, encore une fois, on n'a pas précisé lesquels, parce que les Asiatiques, encore une fois, c'est le Chinois, c'est le Coréen, c'est l'Indien, c'est toutes sortes de gens, Pakistanais. Mais enfin, bon, admettons que le problème n'existe pas. Ensuite, on passerait donc au blanc. Au passage, quel blanc, hein, parce que blanc, ça ne veut rien dire. Encore une fois, il y a toutes sortes de blancs. D'abord, il y a des blancs non européens. Il n'a pas à être au courant, mais il faut qu'ils s'informent. Mais ça, c'est les racialistes en général. Hein. Ils ont décrété que les seuls blancs sur la Terre, c'était les Européens. Non, c'est faux. D'ailleurs, dans n'importe quel manuel de géographie, il y a encore 20 ans, quand on parlait par exemple de l'Afrique du Nord, on parlait de l'Afrique blanche. Et à ton avis, pourquoi, Rissen? Alors c'est vrai, tu pourrais me dire que tu peux croiser des Nord-Africains qui n'ont pas l'air très très blancs. Tu as raison. Mais lorsque ça arrive, c'est que c'est des gens mélangés à autre chose que du blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas des Méditerranéens, ce n'est pas des Nord-Africains pur jus. Ils sont mélangés à autre chose.
en général du sudiste, du subsaharien. Voilà l'explication, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, donc, on a une théorie, enfin, c'est même pas une théorie, parce que à l'extrême droite, ils ne savent pas ce que c'est qu'une théorie. Ils ont juste des packs doctrines un peu générales et absurdes. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que l'explication donc des positions sociales est liée aux positions du QI. Très bien. Ensuite, il passe, sans autre forme de procès, et sans nous expliquer pourquoi alors, l'essentiel de ceux qui ont des positions dominantes aux États-Unis sont évidemment des Blancs. Hein? Les grandes entreprises américaines sont dirigées par des Blancs et pas par des Juifs. Les grandes entreprises publiques, pareil. Ceux qui occupent les grandes fonctions politiques, etc., médiatiques, c'est encore des Blancs, des Européens, et non pas des Juifs ashkénazes. D'ailleurs, il n'y aurait pas assez de Juifs ashkénazes pour occuper tous ces postes. Sauf à dire alors que, certes, les Blancs occupent toutes ces fonctions, mais alors ils le font très mal. C'est-à-dire que c'est très très mal géré. Hein? Mais c'est absurde, ça marche très bien. En tout cas pour eux, ça marche très bien. Pour les capitalistes, le capitalisme fonctionne très très bien. C'est pour les autres que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je l'avais mis, il faut aussi parler d'une chose, et ça je l'avais mis à la fin de mon livre sur le racisme anti-blanc. J'avais travaillé à la fin des années 90 dans une société américaine, et qui à l'époque était encore réduite. Il y avait le siège, là où je travaillais, et quelques succursales. Aujourd'hui, il y en a partout en France. Hein. Alors je ne vais pas donner le nom de cette société, mais j'avais été frappé par un fait qui moi, me sautait aux yeux. C'est-à-dire qu'on était divisé dans cet entrepôt, ce magasin de fourniture de bureaux, d'imprimerie, reprographie, on était divisé en trois catégories. Il y avait ceux qui portaient un polo rouge, les manutentionnaires et les caissières, ceux qui portaient un polo noir, les techniciens à l'imprimerie, moi j'étais à l'imprimerie, et ceux qui portaient un polo blanc, les gérants et les futurs gérants des magasins, de tous les magasins qui se sont ouverts depuis. J'avais remarqué que les polos rouges étaient, les caissières, les manutentionnaires, étaient quasiment tous des Noirs et des Arabes. Les polos noirs, nous à l'imprimerie, les techniciens, on n'était que des Blancs européens. Et les polos blancs, ceux qui faisaient du fric, les futurs gérants de magasins, les comptables, étaient tous des juifs séfarades et des juifs ashkénazes. Il y avait effectivement beaucoup de séfarades, mais c'est exactement le système pyramidal de l'apartheid en fait. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'en fait, ces sociétés qu'on dit antiracistes, soi-disant, sont en fait les sociétés les plus racistes. Il passe ensuite des États-Unis à la France. Et alors là, on commence le délire. C'était déjà délirant pour les États-Unis, mais pour la France, M. Rissen va atteindre des sommets. Il nous dit que en France, on aurait le même schéma, c'est-à-dire bon, la même répartition du QI, mais avec cette différence que, bon, en France, on ne peut pas parler des hispaniques. On parlera donc de ce qu'il appelle les Noirs et les Arabes, en un seul mot. Apparemment, chez lui, il y a quelque chose qui s'appelle les Noirs et les Arabes. C'est un seul groupe, je ne sais pas d'où ils sortent, mais c'est un groupe humain qui s'appelle les Noirs et les Arabes. Les Noirs et les Arabes. C'est curieux. Bon. Donc, il nous raconte un peu sa vie. Il nous dit qu'il a travaillé dans une entreprise dans laquelle le sommet était occupé par des Ashkénazes. Le milieu, c'est-à-dire les techniciens, et c'était des Européens. Et tout en bas, la bataille, c'était des Noirs et des Arabes. Je sais pas, c'est encore une fois des Noirs et des Arabes, n'importe quoi. Je sais pas c'est quoi ce groupe. Parce que je peux te dire les Blancs et les Ashkénazes. Hein, c'est le même groupe. Hein, je crois que tu n'apprécies pas trop. Là. Bon. D'ailleurs, au passage, c'est pas question d'apprécier ou pas, mais c'est question que ça ne veut rien dire. Déjà, ceux que tu appelles les Arabes ne sont pas arabes. Hein. Je suppose que tu veux parler des Nord-Africains. Les Nord-Africains ne sont pas arabes. Hein, c'est comme ça. Qu'il y en ait parmi eux qui se prennent pour des Arabes, c'est une chose, mais ils ne sont pas arabes. Ça, maintenant, on le sait de science certaine avec la génétique. L'aplogroupe nord-africain n'a rien à voir avec l'aplogroupe spécifique de la péninsule arabique. Bon, l'un, c'est le fameux E1B1 avec l'aplogroupe M81, tandis que ceux de la péninsule arabique, c'est le J. Il n'y a d'ailleurs pas complètement tout le J, je crois que c'est le J1, à vérifier. Bon. Mais là, c'est pareil.
Si tu regardes bien, Rissen, ceux qui exercent réellement les responsabilités en France, ceux qui occupent les postes les plus importants en France, ceux qui possèdent le capital en France, mais c'est pas du tout des juifs, qu'est-ce que tu racontes? C'est évidemment des Français de souche. Si tu veux voir, par exemple, la répartition du travail en France, si tu veux voir la répartition par classe, par groupe ethnico-social, d'accord, et pas par QI, par groupe ethnico-social, tu vas à la Défense, par exemple, et ben ouvre les yeux. Hein, tu es de Paris, je crois, de la région parisienne. Et ben va à la Défense et regarde. Ceux qui occupent les postes de cadre supérieur ou de dirigeants, c'est évidemment des Français. C'est pas des Juifs, d'ailleurs, il n'y en aurait pas assez pour le faire. D'accord. C'est pas des Juifs, ce sont des Français de souche, comme on pourrait dire. C'est pareil, regarde où est concentré le capital, dans quel endroit vivent ceux qui possèdent le capital en France. Capitalistes, c'est qui? Ils habitent où? Neuilly-sur-Seine, ils habitent au Vésinet, ils habitent à Saint-Germain-en-Laye, ils habitent dans les beaux quartiers de Paris. Mais il suffit de te balader. Bien sûr, tu croiseras quelques juifs, mais pour l'essentiel, ce sont évidemment des Français de souche. D'ailleurs, au passage, tu pourras aussi croiser des Arabes ou des Asiatiques. Hein. En minorité, mais t'en croiseras à Neuilly, t'en trouves sans problème. Voilà. Donc, ils possèdent le capital. Malgré leur QI faible, ils possèdent du capital eux aussi. Bon. Donc, ton histoire, elle ne tient pas la route. Elle ne veut strictement rien dire. Le QI n'a rien à voir dans l'histoire. Ce qui fait que tu es un capitaliste ou tu n'es pas, c'est toute une très longue histoire qui a commencé il y a quasiment 5 siècles, mon ami. D'accord? Et pour arriver à comprendre le mécanisme qui produit du bourgeois, du prolo, du petit bourgeois, etc., c'est toute une longue histoire socio-économique. Et tout ça, ça t'échappe. Ça échappe en général aux bourricots d'extrême droite. Les sociétés multiculturelles sont les sociétés les plus racistes, puisque c'est toujours ce schéma qui reproduit tout en bas les Noirs et les Arabes, à qui on dit que vous êtes égaux des Blancs, et qui donc ont la haine contre les Blancs, puisqu'ils voient qu'ils ne sont pas égaux, et tout en haut, le juif ashkénaze qui tient le système, et qui nourrit la propagande anti-blanche venue par le bas. Voilà, ce qui fait que le blanc est pris en sandwich. Voilà. Les sociétés multiraciales, multiculturelles, que l'on peut dire antiracistes, a priori, sont en fait les sociétés les plus racistes. Elles reproduisent un schéma d'apartheid, aussi bien dans les entreprises que dans la population, et le fait que ces strates sociales correspondent aussi à des strates ethno-raciales. Voilà, c'est un fait. Donc quand je peux lire dans Libération que le racisme anti-blanc n'existe pas, voilà, je sais que c'est de la désinformation pure et simple, mais enfin les gens qui sont à l'origine de cette désinformation, on les connaît, et puis je crois qu'aussi, vous qui m'écoutez, vous les connaissez un petit peu maintenant. Merci de m'avoir écouté. Tout le problème de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, enfin tout le problème non, mais une grosse partie du problème, c'est que l'extrême droite antisémite, et il faut dire que l'extrême droite antisémite en France, c'est tout à fait, c'est une tradition, hein. C'est comme le camembert et le roquefort. Hein. L'antisémitisme est une tradition française. Sur ce point d'ailleurs, BHL n'avait pas tort. Hein. Il dit beaucoup de conneries, hein, mais pour le coup, il a tapé juste. Et au passage, les crétins, Zemmour, Finkielkraut, toute la bande, ceux-là, évidemment, ils prennent leur désir pour la réalité. Non, l'antisémitisme, c'est pas une tradition comme le couscous. C'est pas une tradition de Noraf. L'antisémitisme est une tradition française, ouest-européenne, même, je dirais. Chez nos amis germains, ils en tirent une couche aussi. Bon, mais revenons maintenant à un peu autre chose, c'est-à-dire c'est aux croyances qu'ont les gens d'extrême droite que les juifs seraient dotés de pouvoirs surnaturels. Parce que franchement, leur prêter autant de pouvoir, leur prêter autant de capacités, leur prêter autant de facilité, d'intelligence, bon, c'est croire que des gens ont des pouvoirs surnaturels. Le juif est plus beau, il est plus fort, il contrôle la presse, il contrôle la banque, il contrôle la météo, il contrôle tout. Mais c'est dans tes rêves, ça n'existe pas ça. Qu'il y ait des juifs qui veulent contrôler plein de choses, ça c'est sûr. Mais je suis sûr que tu trouveras des papous aussi. La différence, c'est que c'est vrai, le papou, il n'y a pas beaucoup de moyens. Et que les juifs en ont un peu plus. Mais lesquels d'ailleurs? Ceux de la bourgeoisie, ceux de l'État d'Israël, oui. C'est sûr que tu as un courant en France qui est pro-israélien, juif, pro-israélien, et qui donc y met toutes ses capacités, toute son influence pour soutenir la thèse
l'État d'Israël. Mais en réalité, si en France tu as un pouvoir que tu peux considérer favorable aux Juifs, bon, ce qui est encore plus ou moins vérifié, parce que c'est vrai que symboliquement, le Juif est considéré un peu comme un personnage un peu à part. C'est vrai que on considère que l'événement historique le plus important depuis le commencement de l'univers, semble-t-il, c'est Vichy et Pétain, etc. Bon, c'est évidemment absurde. C'est pas l'événement le plus important de l'histoire de France. Mais c'est vrai qu'il a été construit comme ça, comme l'événement singulier, absolu, etc. Mais qui l'a construit comme ça? C'est pas les Juifs. Pas du tout. Ce sont des Français comme toi. Ce sont d'authentiques Français qui ont, eux, décidé que le juif était, les persécutions contre les juifs étaient l'événement le plus important de l'histoire de France, sinon de l'histoire universelle. Ce qui est évidemment une farce. Par exemple, nous autres Nord-Africains, on peut te dire que c'est une grosse connerie. Parce que, bien évidemment, la France n'a pas fait aux Juifs le milliardième de ce qu'elle a fait aux Nord-Africains. C'est évidemment pas le cas. D'accord? Et même si tu regardes Vichy, etc., tu as la répression contre les Juifs, il n'y a rien de comparable. Tu ne trouveras pas, par exemple, un massacre de Juifs dans Paris pendant l'occupation. Ça n'existe pas. Par contre, des massacres d'Algériens en plein Paris, il y en a plusieurs. Tu as déjà celui du 14 juillet 1953, 8 morts. Et puis tu as surtout le 17 octobre 61. Là, on monte à 200. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent chez les Juifs, c'est pas vrai. Bon. Donc ça, effectivement, tu peux dire qu'il y a une préférence, qu'il y a une espèce d'hypostasie, comme on dit, de la question juive, de la souffrance juive. C'est vrai. Bon. Mais c'est encore une fois, ce ne sont pas des Juifs qui l'ont imposé aux Français, c'est pas vrai. Ce sont des Français qui l'ont imposé à d'autres Français. Et à tout le monde d'ailleurs, y compris aux non-Français. Voilà. Donc, au lieu de t'en prendre aux Juifs, t'imaginer que c'est Attali, que c'est Minck, c'est BHL, je ne sais qui, ou le groupe le Klarsfeld, ou le CRIF, ou je ne sais quoi. Non, c'est bien des Français qui veulent que ce soit ainsi. C'est leur représentation idéologique. C'est la façon dont ils conçoivent les choses qui produisent ce résultat, et pas le contraire. C'est pas le CRIF qui a pris le pouvoir et qui donne des ordres au président de la République. Non, c'est le président de la République qui a décidé que le CRIF devait avoir une position singulière, une position importante. C'est comme ça, c'est une question que tu retrouves dans toute l'Europe de l'Ouest. Pas partout d'ailleurs. Hein. C'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas au Portugal, mais c'est le cas dans d'autres pays de l'Ouest européen. Voilà. C'est pas vraiment le cas. Alors tu prends les pays de l'Est, c'est assez variable. C'est pas le cas en Pologne, mais c'est plutôt le cas en République tchèque. Voilà, ça dépend un peu où on est. Ce sont toutes sortes d'histoires singulières, nationales, qu'il faut regarder de près. Donc, pour résumer un peu cette affaire, il faut dire que l'extrême droite, dont M. Rissen, l'extrême droite antisémite, hein, dont je parle. Je ne parle pas de la néo-OAS, hein, qui elle est tout à fait philosémite. Je parle pour moi de l'extrême droite antisémite. Bon, encore une fois, comme je viens de le dire, il y a une croyance en la possession de pouvoirs surnaturels par les Juifs. Ah, ça, c'est clair. Vous croyez que les Juifs font des choses absolument extraordinaires, des pouvoirs qui leur viennent du je sais pas où. En fait, vous êtes comme dans le film Borat. Vous croyez que les Juifs ont des pouvoirs. Hein, ils se transforment en cafards et ils passent sous les portes. Et il faut leur jeter évidemment des billets de banque pour se protéger contre le méchant juif. Tiens, regarde. T'as vu? Ça t'a plu? Bon, et pour en finir donc avec cette histoire de pouvoir surnaturel, hein, puisque les antisémites ont l'air de croire à ça, et Rissen parmi eux, il y a une chose qui frappe pour quiconque observe la chose avec un peu de sérieux,
c'est que si les Juifs avaient tout le pouvoir qu'on leur prête, on se demande bien pourquoi Rissen et tous les antisémites de France pourraient continuer à faire ce qu'ils font sans être, par exemple, liquidés, soit de manière judiciaire, soit d'une manière un peu plus définitive. Parce que, de deux choses l'une, ou les Juifs ont le pouvoir que Rissen leur prête, et auquel cas, ils ont les moyens de faire taire ceux qui les agressent, qui les persécutent ou qui les calomnient, ou qui les insultent tout simplement, peu importe. Ou alors, ils n'ont pas ce pouvoir. Et manifestement, ils n'ont pas ce pouvoir. Soit alors, on peut croire qu'ils ont ce pouvoir, mais alors, il faut admettre que les Juifs ne sont pas aussi méchants qu'on dit, que Rissen dit. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de l'écraser, mais ils ne le font pas. Donc c'est des gens bons. Pas des gens bons, des gens bons. Ou bien alors, je répète, il n'y a pas d'autre issue, ils n'ont pas ce pouvoir. Ce qui te permet à toi, Rissen, à tous les Rissen et à tous les autres, de pouvoir raconter ce qu'ils veulent sur les Juifs. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut choisir. Comme nous l'avons amplement montré, le délire antisémite est une chose inconsistante. Et nous le disons de nouveau, l'antisémitisme est faux. Non pas parce que la loi le dit, ou que l'antiracisme le soutient, mais parce que cette conception idéologique est réfutée de long et en large par la simple observation des faits. Qu'on trouve des juifs qui travaillent à la défense acharnée d'Israël, ou encore qu'on trouve des juifs qui s'enrichissent dans la banque, cela est vrai. Mais cela aurait une quelconque force explicative si la banque était l'activité réservée aux seuls juifs, ce qui est de notoriété publique est absolument faux. Et on peut dire, sans risque d'être démenti, qu'à l'échelle mondiale, les juifs sont plus que minoritaires dans la banque. Au passage, cette fixation pathologique sur la banque voudrait laisser croire que les méfaits constatés dans les sociétés dans le monde seraient le résultat de la seule activité bancaire ou financière. Cette explication peut convaincre les débiles et les bourricots. Pour les autres qui ont quelques lumières sur l'essence du capitalisme, savent bien que la banque et la finance ne forment pas le fond du capitalisme, mais ne sont qu'une manifestation de la marchandise. L'essence du capitalisme consiste, comme cela est dit au tout début de Das Kapital, en une gigantesque accumulation de marchandises. L'essence du capitalisme consiste dans la production de la marchandise. L'argent sous forme sensible ou sous forme numérique n'est qu'un moment du cycle de la production marchande. Mais comment diable faire comprendre cela à une stupide créature de l'extrême droite, antisémite, qui pense que la très puissante critique de l'économie politique ne sert à rien, puisqu'elle est l'œuvre d'un juif, à savoir Karl Marx. Laissons donc les débiles antisémites délirer et passons aux choses sérieuses.